Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio des défis, bonjour, où que vous soyez, bienvenue dans cette émission Carte sur table du dimanche 27 mars de l'année 2016. Depuis le 20 mars dernier, le Bénin a un nouveau président de la République, Patrice Talon, 57 ans, va succéder à Boni Yayi, 64 ans. Le 6 avril prochain, vendredi, la Cour constitutionnelle a confirmé les grandes tendances annoncées par la Sénat. Plus officiel, le nouvel homme fort du pays l'emporte avec 65,37% des suffrages exprimés contre 34,63% pour son challenger, le Premier ministre Lionel Zissou. Le président sortant Boni Yayi a déjà adressé bien sûr ses félicitations au nouveau président de la République, Patrice Talon. Eh bien, ce dernier a décliné ses priorités à la tête du pays et les principes qui vont justement fonder sa gouvernance. Le numéro 1 billion à partir du 6 avril prochain reçoit actuellement beaucoup de soutien, y compris de la part de ses anciens détracteurs. Je reçois donc ce matin M. Pascal Todjinou, secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Eh bien, à partir de 10h, vous pourrez donc intervenir au 70-79 pour les réseaux de communication nouveaux. Merci de nous préférer. Une fois encore, bienvenue à vous tous. Je rappelle à toute fin utile, mesdames et messieurs, que nous avons suivi également du côté de Parakou, puisque Urban FM est en synchronisation donc avec la radio des défis aussi. En fait, donc je dis bonjour à tous les auditeurs du Nord qui nous écoutent en ce moment. Alors, monsieur Pascal Tadjine, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours les bienvenus ici dans les studios de la radio des défis. Alors, les Béninois, vous le savez, donc, peuvent désormais pousser un grand ouf de soulagement, puisque après la proclamation des résultats, disons, quasi définitifs, puisqu'il y a 5 jours seulement pour les recours, mais apparemment tout est déjà plié par la Cour constitutionnelle. Alors, on avait annoncé, bien sûr, des tensions, la paix avait gagné beaucoup de Béninois pour ce scrutin présidentiel. Mais finalement, tout s'est bien passé, monsieur Pascal Todjinou. Oui, tout s'est bien passé, tout s'est vraiment bien passé et je ne peux que m'en réjouir, je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux que m'en réjouir parce que, effectivement, il y avait eu beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de tensions qui étaient dans l'air. Mais en attendant, je voudrais vous remercier de m'avoir invité une fois encore dans votre studio ici pour pouvoir discuter avec vous, effleurer le chantier du nouveau président. C'est ça. Je crois que nous avons vaincu la fatalité. Nous avons vaincu la fatalité parce que en réalité c'est le peuple béninois qui est mieux. Tout ce que vous avez vu ces derniers temps, c'est le revirement spectaculaire du peuple béninois qui a compris que 35 plus 25 plus 15 n'est pas égal au chaos. Mais ça a permis de réunir les gens qui nous vendaient. On ne le savait pas. Donc moi je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que, monsieur le journaliste, moi-même, j'étais sur le terrain. C'est ça. J'ai fait au moins 4 ou 5 départements et plusieurs communes. Et j'ai vu ce qui s'est passé sur le terrain. Malgré l'incitation à la révolte, l'incitation au désordre, l'incitation à la tension sociale et politique, le peuple béninois a compris qu'il ne fallait pas y aller de cette main-là. Voilà. Voilà. Eh bien, Pascal Todjinou, je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Et nous avons également dans ce studio l'honorable Nazer Sado, qui est député à l'Assemblée nationale, le soutien donc de Patrice Talon, qui va se prononcer sur la nouvelle configuration politique à l'Assemblée nationale. Comment ça va se passer avec les soutiens tous azimuts? Est-ce qu'il y aura désormais un changement au niveau donc, de l'opposition de la mouvance présidentielle? Eh bien, nous allons aborder tout ça dans cette émission. Honorable Nazer Sado, bonjour.
Bonjour. Merci aussi également d'avoir accepté notre invitation. Alors donc je disais tantôt que le peuple béninois a poussé un grand ouf de soulagement. C'est de votre côté, à votre avis aussi, je crois que tout s'est bien passé pour cette élection présidentielle. Très bien. Il y avait beaucoup d'inquiétudes au départ, mais finalement ça s'est bien dénoué, surtout avec le deuxième tour où le candidat Lionel Sissou s'est prononcé très tôt sur le fait qu'il n'a pas gagné. Et il a félicité celui qui a gagné, qui est Patrice Talon. Je crois que ça a aidé beaucoup au dénouement de la situation. Sinon, on serait dans le stress jusqu'à ce que et la Sénat et la Cour constitutionnelle ne donnent les différents résultats. Alors, 65,37% pour le président et Patrice Talon, le candidat de la rupture, et 34,63% pour le premier ministre Lionel Sissou, le candidat de l'Alliance républicaine. Alors, monsieur G, le score n'est-il pas un peu sévère pour le premier ministre et son président qui sont au pouvoir quand même? Non, je crois que c'est un score, même, je dirais, honorable pour le premier ministre. Ah oui. Je m'attendais à avoir 10%. Maximum 15%, parce que si au premier tour il avait 27 et quelques pourcents, et que tout ce monde qui a rallié rapidement le candidat Patrice Talon, si on devait tenir compte de ça, c'est que même 10%, ce serait vraiment honorable pour lui. Mais, vous savez, il y a des phénomènes que le monde politique n'arrive pas toujours à comprendre. C'est ça. Le monde politique estime que c'est toujours eux qui sont les maîtres du terrain. C'est toujours les messies et ne veulent laisser aucune place aux autres organisations. Vous avez vu, malgré tout ce ralliement, le Premier ministre candidat est allé jusqu'à 34%. Bon, je ne peux que le féliciter. Mais vous disiez tout à l'heure que le candidat Lionel Sissou a félicité son challenger. Je l'en félicite. Effectivement. Mais selon le Conseil des ministres, c'est sur instruction du chef de l'État. Non, c'est pas sur. Non, vous savez, c'est pas sur instruction du chef de l'État. On ne peut que l'arranger comme ça. Sinon, ça peut créer des problèmes même à la personne du président qui a choisi un candidat malheureux. Oui. C'est-à-dire, diplomatiquement, on ne peut que arranger la chose comme ça. C'est comme ce qui s'est passé quand on avait parlé du détournement des frais d'eau. Et on a voulu envoyer un député à l'Assemblée. J'ai dit, oh, on va l'envoyer là-bas par lettre, mais en bas ici, on va dire on ne le fera pas. C'est la même chose qui se passe maintenant. Bon, revenons ici pour dire que, en réalité, le peuple béninois commence pas à comprendre davantage que vraiment les politiciens là, ils nous vendent. Ils nous vendent très cher. La preuve, depuis que tout le monde intervient, est-ce que vous avez vu, entendu de quelque part que les organisations syndicales ont joué un rôle important dans l'avènement de ces élections? Rien, personne. Et pourtant, vous avez joué un grand rôle. Mais personne. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu d'une bouche, même les journalistes, aucun d'eux n'a félicité les organisations syndicales. Non. Ah, c'est les politiciens, c'est les mouvements sociaux, c'est les ceci et ça là. Bon, bientôt on va nous oublier et on va commencer par nous charcuter encore. Honorable, est-ce que vous êtes du même avis que le secrétaire général de la CGT, Pascal Tagino, qui pense que d'abord il y a eu échec au niveau des partis politiques parce que apparemment on constate aujourd'hui que il y a l'émergence bien sûr donc des hommes d'affaires, il y a également de la société civile également. Aujourd'hui on pense que on voit que les partis politiques ont baissé pavillon. Il y a eu un échec à votre niveau, et puis après, vous allez répondre à la question du secrétaire général. Pourquoi on ne pense pas souvent
à ces secrétaires généraux qui ont mouillé le maillot également pour l'avènement, bien sûr, d'un président de la République. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière préoccupation qui concerne les organisations syndicales. Je voudrais rassurer le président Todjinou que, en fait, quand on parle en tout cas, pour ma part, quand on parle d'organisations syndicales, ceux-là qui défendent à tout moment les travailleurs, vous savez, pour moi, l'organisation syndicale et politique, c'est-à-dire ce qui les sépare n'est pas trop. Donc je pense que si les syndicalistes commencent par parler, ça veut dire indirectement que les politiques sont derrière. Parce que tout ce que les syndicalistes peuvent dire, les politiques ne peuvent pas le dire. Le politique utilise beaucoup d'instruments. Le politique a l'habitude d'instrumentaliser beaucoup d'éléments. Et donc, parmi les éléments forts que moi je pense que les politiques utilisent, c'est le syndicalisme. Vous voyez, en 1990, vers les années 1988-1989, il y avait une grève générale ici pour faire partie d'un système dictatorial comme celui de Mathieu Kérékou. Vous savez, c'est les syndicalistes qui ont fait tout ça. C'est grâce aux syndicalistes que tous les travailleurs sont restés à la maison pendant 6 mois. Et après, le régime, le renouveau démocratique est arrivé. Donc, le président Todjinou ne peut pas dire qu'on ignore vraiment. Mais ne sont pas bien traités comme il le faut. C'est ça. Oui, mais le traitement dont on parle, je crois que c'est dans la gouvernance. C'est-à-dire un régime qui arrive, qui gère bien les affaires, les travailleurs trouvent leur compte, ils ne sont pas brimés, et donc en fait c'est ça le traitement. Maintenant, un syndicaliste comme le président Todjinou, s'il veut basculer dans la politique, c'est encore vite fait, comme la société civile qui veut, les gens de la société civile qui veulent aller en politique aussi, c'est vite fait, vous savez. Donc, en fait, il y a une certaine complémentarité. Moi, je pense que ce soit l'organisation syndicale, l'organisation politique, les deux sont vraiment liés. Parce que ceux qui sont du côté des organisations syndicales, c'est eux aussi, ces travailleurs qui sont avec nous en tant que politiques. Maintenant, pour venir à votre première question. L'échec des partis politiques. L'échec des partis politiques, je peux dire que c'est vrai ce que le président Todjinou a dit, et on a observé toujours que les partis politiques trouvent qu'ils sont que c'est eux qui dirigent le peuple. Et en ignorant que le peuple a son mot à dire, le peuple a sa position. Par exemple, ce qui s'est passé la dernière fois, où finalement le candidat Zinsou est arrivé en deuxième, 34% contre 65% ou 66% pour celui qui a gagné, c'est que les politiques ont ignoré un aspect. Et l'aspect dont je voudrais parler, c'est cette tendance lourde qui était que le président Yahi Boni a fini son mandat et il doit partir nécessairement. Et lorsqu'il désigne quelqu'un qu'il suppose, ça veut dire que il ne veut pas partir, que même s'il part, il continuera par diriger le pays à travers cette personne. Et ça, ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu cette alliance-là, et à savoir le PLD, la RB, n'ont pas su prendre en compte cette tendance-là, qui est effectivement très lourde. Et le vice-président de l'Assemblée, on était c'est oublié toujours. Oui, parce que c'était quand même... il fallait choisir entre l'opposition, c'est-à-dire entre le candidat, bien sûr, de l'opposition, je peux m'exprimer ici, et le candidat de la mouvance, mais il a vite choisi parce qu'il y a quand même une guéguerre entre, au sein de l'Union de la Nation. Il a choisi... Il a le mauvais... Non, la mouvance. Il a choisi la mouvance. C'est ça. Non, c'est juste ça que il faut... la principale leçon à tirer, c'est quoi? C'est que les politiques doivent prendre en compte ce que le peuple veut. Si le peuple dit je vais à gauche, le politique doit
le suivre. Pas comme Gassa qui disait que comme il doit aller à gauche. Voilà. Bon. Donc, et cependant, le politique est un leader. Il doit essayer d'expliquer au peuple, vous voulez aller à gauche, mais je veux qu'on aille à droite. Mais s'il n'arrive pas à persuader le peuple, et le peuple dit, non, moi je veux aller à gauche, le politique doit comprendre qu'il faut suivre le peuple. Maintenant, si ça ne marche pas, ils vont constater que ça ne marche pas. Et prochainement, le peuple va dire, attention, mon leader, c'est un véritable leader, il voit clair, il a une grande vision. Donc, prochainement, quand vous allez dire, il faut qu'on aille à gauche, le peuple va vous suivre tranquillement. Ouais. Alors, M. Hergé, c'est vrai que les vagues de déclarations d'allégeance au nouveau président ne cessent de s'accroître. On a vu beaucoup de soutien, y compris ceux de ces anciens détracteurs. Je vais parler, monsieur, du président Patrice Talon. Alors, comment peut-on expliquer ça, ces vagues de déclarations d'allégeance? Tout le monde veut gérer le pouvoir avec le président Patrice Talon, on ne veut plus faire de l'opposition. Comment peut-on expliquer ça? Bon, mais avant de répondre à cette préoccupation qui me semble être même une préoccupation majeure de par les temps qui courent, je vais dire non à l'honorable Sado que j'admire beaucoup parce qu'il voit déjà le navire en train de chavirer et il a cherché un bateau ou bien une pirogue pour s'en sortir rapidement. Je crois que ce qu'il a fait là, c'est honorable. Bien. Mais dire que la politique et les syndicats ont des liens étroits, non. Lorsque vous voyez les organisations syndicales intervenir sur le plan politique, ce n'est que des interventions citoyennes. Ce n'est que des interventions qui permettent d'éviter que les politiciens ne nous amènent à des endroits non avenus. Cela me paraît important. Mais ce que je disais tout à l'heure, et qui est quand même assez remarquable, je dis, depuis l'avènement depuis l'avènement du président Yahi, mais on n'a pas senti que les organisations syndicales ont joué un rôle très important. Vous l'avez rappelé, en 1987, 88, 89, les travailleurs ont joué un rôle très important pour l'avènement de la démocratie. Mais lorsque on a fini la conférence nationale, est-ce qu'on a pu parler des travailleurs? Non. Même quand vous écoutez des gens comme Robert Dossou et autres, mais ils n'ont jamais parlé des travailleurs, non. C'est ce qu'eux, ils ont fait qu'ils disent. Donc nous, on rentre dans l'oubliette immédiatement. Même pour l'actuel changement, donc la rupture qui s'amorce aujourd'hui, le rôle que les organisations syndicales crédibles, non partisanes, ont joué, c'est très important. À tout moment, nous sommes allés jusqu'à Koslepi. Nous avons rencontré la Sénat et ainsi de suite. Et nous avons fait des menaces publiques. Et ce n'est pas des menaces creuses, n'est-ce pas? Et l'attitude du président Yahi aujourd'hui est fonction de ce qu'il voit devant lui-même. Si jamais on fait autrement, l'histoire retiendra son nom. Donc voilà autant de choses que nous avons faites pour amorcer la rupture. Mais je vous dis, depuis les interventions, je dis même au niveau des journalistes, personne n'en parle, personne n'écrit un mot pour dire « Ah, ceux-là, vraiment, ils ont contribué ». Maintenant, revenons à votre question. La ruée, là, est une honte. C'est une ruée honte. Une ruée honte. Moi, je le dis. Même la justification que mon frère, honorable député, est venu faire est également une honte. Je m'explique. Vous avez injurié les intéressés pendant tout le temps. Même au second tour,
Je sais ce que les gens font dans l'OME. Parce que moi, je suis resté le plus permanent dans l'OME pour ces activités-là. J'ai vu. On ne me l'a pas dit. J'ai vécu ça. On a fini le deuxième tour. Vous n'avez même pas attendu que la Cour constitutionnelle, garante de ces élections-là, se prononce, et puis vous précipitez pour venir faire une déclaration. Pourtant, c'est vous qui êtes le plus acharné contre les intéressés. C'est vous qui avez dit que les opérateurs économiques ne peuvent pas diriger le pays. Que ça là, il y a ci, il y a ça. Et qu'il y aura l'augmentation de la corruption. Et très tôt, vous vous levez pour dire félicitations, nous sommes prêts à travailler avec vous. S'ils avaient dit seulement félicitations, si on se limitait là, je ne ferai pas mon commentaire. Mais le fait de tout de suite de dire nous sommes prêts à travailler avec vous, on estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du point de vue déontologique. Et j'ai dit une fois, monsieur le journaliste, ce que nous faisons là, nous préparons un avenir très malheureux pour le pays. Parce que du point de vue éthique, il y a un minimum de retenue que nous devons avoir. S'ils avaient attendu, on a proclamé les résultats, et puis le nouveau président a pris service. Et il regarde comment les choses évoluent avant de dire, bon, mais maintenant là, nous sommes prêts à travailler avec vous. Je peux encore comprendre. Mais tout de suite, ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moralement, monsieur le journaliste, c'est pas bon pour l'éthique. Bien sûr, les trois arguments que mon frère a développés à la télévision, c'est des arguments qui auraient été recevables si c'est après la prise de fonction du nouveau président. Après quelques séances à l'Assemblée nationale, après quelques projets de loi envoyés à l'Assemblée nationale, on peut comprendre que, vraiment, ceux-ci veulent travailler pour la rupture. Mais tout de suite, on dit, on est prêt à travailler avec vous, sans que le président ne soit installé dans ses fonctions. Attention, nous sommes au 27 mars aujourd'hui. C'est le 6 avril prochain. Ça fait à peu près, il reste encore au moins 2 semaines. En tout cas, au plus de 2 semaines, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas ce qui va se passer entre ici aujourd'hui et ce temps-là. Moi, je disais, entre-temps, monsieur le journaliste, qu'en réalité, vous ne connaissez pas correctement le président Yahi. Moi, j'ai fait l'enfance avec lui. Oui. Il est capable de... Il est capable de revirement spectaculaire, il a fait. Je dis, il va passer ses vies. Le jour-là, les gens discutaient avec moi, jamais on connaît. Je dis, oh non, vous ne connaissez pas le président. Yahi va même présenter ses félicitations au président Talon. Mais ça s'est passé, non? Oui, ça a été fait. Ça s'est passé parce que entre M. Talon et M. Yahi, il y avait des liens. Il y a des liens de cause à effet. Donc, ce n'est pas ce qu'on a fabriqué là, c'était pour forcer, pour réviser la constitution, ça n'a pas marché. Bon, il se dit, bon, j'ai tout fait. J'ai utilisé tous les moyens de l'État et tous les honneurs dus à un président de l'État, ça n'a pas marché. Bon, écoute, je laisse cette affaire-là. Monsieur le nouveau président, nous allons travailler ensemble. À la limite, si M. Talon veut bien faire, il peut le nommer même directeur de cabinet. Ah oui. Ah oui, parce que vous pensez que Yahi va là où il voulait partir, ça ne marche toujours pas. Bon, donc moi je crois que si le président Talon veut bien faire pour notre pays et le rendre plus heureux, il peut le nommer ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ou bien chargé des le truc est-ce que ce n'est pas la plus grande erreur des présidents alors? Moi je crois que c'est un honneur qu'on va lui rendre. Voilà. Alors, Nazer Sadou, justement par rapport à ces soutiens, à ces vagues de déclarations d'allégeance, alors comment voyez-vous tout ça?
Merci beaucoup. Je pense que c'est un appel de pied que les politiques sont en train de faire au nouveau président élu. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Comme l'a dit le président Tordjinou, si ils avaient attendu un peu, on comprendrait. C'est-à-dire qu'il laisse tranquillement le nouveau président s'installer, former son gouvernement, et un mois après, il le voit un peu faire, 2 mois, 3 mois, pour s'assurer que vraiment c'est un monsieur avec qui on peut travailler. Et en ce moment, il peut vous dire, nous sommes disposés à travailler avec vous. Voilà. Mais effectivement, comme l'a dit le président Tordjinou, si 3 jours après, on commence à dire nous sommes prêts, nous les politiques on comprend, ça veut dire que prenez-nous au gouvernement, prenez-nous des DG, non, je pense que nos politiques sont plus sérieux que ça. Je crois qu'ils doivent essayer de ne pas continuer dans ce sens pour donner le bon exemple, comme le dit tantôt le président Tordjinou. Je pense aussi que il faut que les choses changent un peu dans notre pays. Il faut que ça change. Parce qu'on a vécu une période très très difficile où on a vu des choses. Moi, je me disais qu'après le départ de Kérékou, qu'on va voir vraiment quelque chose de bien, surtout avec l'arrivée du docteur Boniaï. Parce que pour moi, un intellectuel jusqu'à ce niveau, il y a des choses qu'il ne doit pas accepter, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Et ben, moi, j'ai constaté que pratiquement, il a tout accepté. Il a tout accepté. Il a accepté même plus que Kérékou. Voyez, et donc nous on a été déçus, on est déçus de façon globale, de tout ça. Cela ne veut pas dire que le docteur Yaïboni n'a pas du tout travaillé, il a fait ce qu'il a pu. Mais sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la gouvernance, la bonne gouvernance, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et je pense que cet aspect, on aura vraiment à en parler tout à l'heure avec tout ce qui s'est passé, ou les critères de nomination, c'est que est-ce que vous êtes femme, est-ce que vous êtes de telle région, est-ce que vous êtes jeune, est-ce que vous êtes... Je crois que maintenant, là, avec le nouveau président, les choses vont changer pour que si désormais on doit parler de nomination, qu'on parte d'abord de la compétence et de l'expérience des gens. Et je pense que si on quitte là, on peut se demander après si c'est une femme, s'il est de l'OME et s'il est de la Takora, on viendra à ce niveau. Mais je pense qu'au début, c'est vraiment la compétence, c'est ça seulement qui peut faire développer notre pays. Nous allons peut-être revenir sur l'équipe gouvernementale qu'aura proposé ici le président Talon, mais restons toujours à l'Assemblée nationale pour parler de la configuration. Bientôt, vous savez, il y a tellement de soutien. On risque d'avoir une assemblée monocolore, c'est-à-dire une assemblée aux ordres, parce que là, tout le monde veut aller donc soutenir donc le président Talon. Alors, comment voyez-vous à la prochaine session la configuration politique de l'Assemblée nationale? Je pense que le top était donné. Vous voyez, le fait que le PRD, la RB, le FCB se sont mis ensemble pour prendre le pouvoir, ça veut dire que ceux qui disaient avant, nous ne pouvons plus rester à l'opposition, on veut gérer. C'était dans cette logique qu'ils se sont mis ensemble. Et après, quand cette initiative a échoué, maintenant, et un président qui n'est pas de leur bord, qui n'est pas leur choix venu, dit nous sommes encore prêts. Donc c'est ça un peu qui est désolant. Il n'y a pas de conviction, on veut gérer le pouvoir, quelle que soit la situation. Je pense qu'il faut qu'on évite tout ça. Vous savez pourquoi tout le monde veut aller au pouvoir? C'est parce qu'on sait qu'au pouvoir, on a le temps de mettre de l'argent à côté, on a le temps de détourner, on a le temps de faire tout le désordre qu'on veut, parce que pour les élections, il faut de l'argent. Donc tout le monde veut l'argent, tout le monde veut aller au gouvernement. Je pense que le nouveau président doit faire tout pour que on ne
pense plus que être au gouvernement, ça veut dire voler beaucoup, avoir beaucoup d'argent. Hein. C'est ça surtout qui fait ça. C'est ça. Donc, quand vous avez demandé la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, ça dépendra. Ça dépendra aujourd'hui. Vous savez que l'équipe qui est là maintenant l'a été parce que il y a une grande lutte qui a été gagnée de justesse. Justesse vraiment, avec différence d'un député. Et donc, cette grande lutte qui a été faite a permis à ce que le président actuel, le président Ngouedi, soit au perchoir. Et donc, ce serait difficile de prévoir exactement ce qui va se passer. Il y a deux options que le président élu doit prendre. L'une des actions, soit, première option, il dit, l'équipe qui est là, je ne perturbe pas, je vais faire des réformes. S'ils sont prêts à m'accompagner dans les réformes, je continue avec l'équipe et le bureau actuel à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la configuration actuelle. Ou bien le nouveau, avec la configuration actuelle, il n'arrive pas à faire passer ces réformes, il décide de revoir les choses. Et comme vous le savez, beaucoup veulent aller à la marmite. Et donc, c'est vite fait qu'on trouve le nombre qu'il faut pour revoir les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, ce serait difficile de dire, voilà comment ça va se passer. De toutes les façons, ce qui est important, c'est que le pays gagne. Pour que le pays gagne, c'est que quand il y a des réformes objectives, que l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale peuvent supporter ces réformes-là, faire en sorte que le pays puisse vraiment avancer. Alors, M. Pascal Todjino, c'est vrai que le nouveau président a annoncé 16 membres pour former son gouvernement. Donc, 16, probablement 16, bien sûr, pour former son gouvernement. Est-ce qu'il a dit 16? Oui, je crois qu'il a été un peu plus clair. Croyez ou bien il a dit 16? Les reporters qui étaient sur le terrain nous ont affirmé, ils ont confirmé qu'il a dit 16. De toute façon, nous sommes encore à quelques jours, bien sûr, de la prestation de serment, mais si admettons que c'est 16, est-ce que vous pensez qu'avec 16 membres, on peut gérer ce pays? Même avec 12. Ah oui. Même avec 12. Nous n'avons qu'un petit pays aux ressources limitées. Mais avant d'arriver là, monsieur le journaliste, je crois que l'honorable Nazer Sado, un nom que j'admire beaucoup, a dit l'essentiel. S'il y a un revirement spectaculaire comme ça, c'est parce que le président Talon connaît. Il connaît beaucoup de députés là. Ah oui. Et les gens ont peur d'une certaine reconfiguration politique au niveau de l'Assemblée. Ils ont peur. Mais au lieu de le dire, ou bien de prendre patience pour le faire, leur précipitation a été honteuse. Ils ne peuvent pas me convaincre du contraire. C'est une honte pour des personnalités de ce genre-là. Et ce n'est pas bon pour les enfants. Ce n'est pas bon pour la jeunesse. Vous avez vu des gens qui étaient des fous du roi. Mais je dis bien des fous du roi. Encore que un roi qui accepte des fous, vous avez des problèmes. Ah oui. Comment ils vont gérer, comment un roi peut gérer des fous? Les fous là, on les envoie ailleurs. D'ailleurs, au Bénin ici, notamment à Cotonou, c'est à Diako. Et ces fous là, ils ont compris qu'ils ont été fous pendant 10 ans. Et que rapidement, il faut qu'ils deviennent des hommes normaux pour soutenir. Parce que le président Talon ne va jamais accepter des fous. Non, je ne suis pas sûr. Non, il ne peut pas accepter des fous. Parce que lui, il veut aller aux réformes. Les fous ne font jamais de réformes. Et ils épapillent tout. Le fou, c'est dans la rue. Donc, pour vous dire que je crois que c'est cette peur de réaménagement au niveau du Parlement qui a précipité les gens
dans une déclaration honteuse. N'oubliez pas, le président Talon connaît l'Assemblée. Le président Talon, comment on élit un député. Le président Talon sait comment on compose le bureau de l'Assemblée. Le président Talon sait comment on compose le bureau d'une commission parlementaire. Il sait tout ça là. Il sait. C'est un homme de terrain. C'est pourquoi je disais, celui que le président Yahi allait nous chercher au-delà des frontières, son échec devrait être même un honneur pour le président lui-même. Ça devrait être un honneur, n'est-ce pas? Alors, ça vous dit que concrètement, cette ruée politique vers le président Talon ne peut être que une bonne chose même pour le président Talon lui-même. C'est ça. Pour la simple raison qu'il a besoin de beaucoup de députés pour passer ces réformes. Je l'en félicite, mais je lui dis de faire particulièrement attention, de faire beaucoup attention, parce que en réalité, monsieur le journaliste, en réalité, le PRD et la RB, plus l'honorable député et vice-président de l'Assemblée, ne voulaient pas qu'on élise Zessou. Non. Ah oui. Ils ont couru pour aller étouffer Zessou pour empêcher qu'il soit élu. C'est ça, c'est ce que je dis. Parce qu'aucun d'eux n'a fait de campagne. Aucun d'eux. Ça dépend de Non, quelle campagne? Campagne, il y avait l'argent derrière là. Non. Les gens, ils prennent ce en derrière. Comme ce n'est pas public, hein, ils prennent ça. Et nous, on passe pour dire jamais ça. Nous sommes dans la rupture. Il faut rompre avec le passé. Il faut rompre avec cette mauvaise gestion calamiteuse de notre pays. Ainsi de suite. Ça a passé. Ça a passé. Maintenant, pour revenir à votre question, de savoir est-ce que avec un gouvernement réduit comme ça, c'est ça pourra marcher. Je dis oui. Vous avez parlé de 12 12, oui. Lorsque, prenons l'actuel ministère de l'Éducation nationale, il y en a 3. Vous faites quoi? Moi, quand j'étais à l'école, je ne connaissais que le ministère de l'Éducation nationale. Non, non, il n'y en a pas que 3. Il y en a 4. Il y a 3 ministères de l'Éducation, il y a un ministère de la Jeunesse et des Sports. C'était dans l'éducation avant. Oui, moi quand je suis arrivé, c'est comme ça. Au lycée, au lycée Biazin, quand vous entendez ministère de l'Éducation nationale, c'est tout cela compris. Pourquoi on a divisé ça en 4, même en 5? Vous prenez le ministère des Finances, c'est la même chose. Ministère du Travail, on crée un ministère réforme, on crée un ministère de ceci, on crée un ministère de... Vraiment, si on regroupe tout ça là, les 8 ministres du président Bolivien, c'était ministre. Puis, 15 jours avant le départ du président Yahi, il nomme des ministres d'État. Mais quand même. Oh. C'est ministre d'État déjà, hein? C'est que non. Et 2 premiers ministres, ça fait 7. Et dis-donc, vous ne voyez pas que tout ça là, ça pompe le budget de l'État. Et c'est pour cela que nous avons toujours dit, si c'est comme ça, nous aussi, nous avons droit à profiter des fruits de nos labeurs. Parce que je l'ai dit, les travailleurs de l'administration publique, c'est comme les travailleurs d'un employeur. C'est nous qui allons chercher l'argent. Ceux qui aiment nous critiquer pour dire ceci, cela, c'est nous qui allons chercher l'argent. Pour que nous puissions bien travailler, il faut absolument que nous soyons bien payés, bien entretenus pour bien travailler. Alors, c'est vous dire que le président Talon, si jamais il forme un gouvernement réduit comme ça, sa coût de popularité va encore augmenter, notamment au niveau des travailleurs. Si vous avez toujours constaté des grèves à répétition, c'est parce que l'argent que les gens collectent là, on l'utilise à des fins impossibles. On a exhumé même des gens qui sont politiquement morts. Ils sont morts politiquement.
on les a exhumés et ils sont devenus candidats pour avoir 0,04%. Non, 0,06%. Quand même. Monsieur le journaliste, mais si le président Talon peut dire, ah, moi, je veux redresser le pays. Parce que, où monsieur Talon lui-même l'a dit, il dit, rien ne me manque maintenant. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut pour ma vie. Et peut-être pour toute sa famille. Aujourd'hui, là, j'ai compris que les politiciens, là, ils veulent détruire le pays. Et pas avoir de conséquences. Je suis venu pour redresser le pays. Mais c'est le prochain Rolling. Ah oui! Lui ne va pas tuer. Il ne faut pas couper les doigts. Non, lui, non, je le connais, il ne fera pas ça. Donc, à partir de cet instant-là, je trouve que c'est un homme engagé. Un homme véritablement engagé pour les réformes. Il faut soutenir celui-là. Mais, je lui dis de faire beaucoup attention avec les ralliements spectaculaires, comme vous-même vous l'avez dit. Il ne faut pas qu'il se rallie à lui pour dire gouvernement. DG Port, DG CNSS, DG. Non, s'il se rallie là, ils n'ont qu'à travailler pour la réforme. S'ils travaillent pour la réforme, vraiment, peut-être les prochaines fois, ils auront le soutien du peuple béninois. Mais le peuple béninois le a dit, jamais, plus que ça. Allez à Porto-Novo pour voir. Aujourd'hui, faites une petite enquête dans la ville de Porto-Novo pour voir ce qui se passe. Alors que c'est un parti qui est très adulé par les Porto-Noviens. Vraiment. La preuve, 33 conseillers de la ville de Porto-Novo, ils en ont pris 32. 32. Mais ça veut dire que les gens aiment ce parti-là. Mais ce qui s'est passé pour les élections présidentielles, ça sort de l'ordre. Jusqu'à présent, moi je continue de dire, les gens n'ont pas tenu compte de ce qui s'est passé le 19 mai 2015. Au 20 mai 2015, je suis resté collé à la télévision du matin, jusqu'au petit matin. Et dites-vous, lorsque le président Ngouéjé a été élu par une différence d'une seule voix, il faut voir Akpakpa. Akpakpa? Mais non, c'était une effervescence dans tout Akpakpa. Et quelques mois après... Et brutalement, on me dit qu'on veut aller soutenir quelqu'un que le président Yahi a proposé, que le président Yahi a imposé. Je continue de le dire à haute intelligence voix. Il a imposé quelqu'un. Lorsqu'il a imposé quelqu'un, tout le reste a dit non, tout sauf celui-là. Et ils sont obligés d'aller ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Parmi les candidats candidats aux élections présidentielles, j'ai compté jusqu'à 22. Ils sont proches du président Bolivie. Oui, proches du mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est 22 là, plus le ralliement spectaculaire aussi du PND, de la RB, AFCB étaient ensemble, non, le chaos était sur là. Mais je voudrais rendre hommage à quelqu'un, monsieur le journaliste. Je voudrais rendre hommage au président, candidat à Tchabon. Parce que s'il ne s'était pas présenté, monsieur le journaliste, le chaos est sûr. C'est parce qu'il s'est présenté et qu'il pense qu'il est de l'OME, lui aussi. Il a bousillé les gens dans l'OME. C'est ça. Et il a fait... Il a fait des scores honorables jusqu'au nord. Comme le président Talon aussi. Or, le président Talon seul ne pouvait pas faire le jeu. Oui. Donc, son arrivée dans l'arène, et puis, monsieur le président Talon l'a reconnu. Il dit qu'ils sont des ex-échos. Ah oui, puisqu'il y a à peine 50 000 voix qu'il est séparé. Hein. Mais, je vous dis, ce qui s'est passé dans l'OME et dans le plateau, ça sort de l'ordinaire. Parce que
C'était le terrain favori du PRD. Mais il a cassé les reins au PRD parce que la décision qui a été prise était vraiment malvenue. Alors, justement, honorable Nazé Sadou, puisque vous avez soutenu au premier tour le candidat Adjavon, et puis après le candidat Baptiste Talon. Alors, c'est vrai ce que le SG disait tout à l'heure, parce que s'il n'y avait pas cette candidature d'Adjavon, c'était fini pour le pays. Ah oui, c'est vrai, parce que vous voyez, même le candidat Adjavon avait 23%. Oui, 23% contre 25% pour le deuxième ou 24% pour le deuxième Talon, le président Talon était. Vous voyez, le président Adjavon a joué un grand rôle dans la rupture. Vraiment, comme l'a si bien reconnu et le président Tordjinou, c'est ça. Et je crois que à partir de maintenant, il faut que tous ceux-là soient ensemble pour la bonne gestion du pays. Je crois qu'ils ont compris, que ce soit le président Adjavon, vous avez vu, c'était un soutien sans faille, c'était un soutien sincère au candidat Talon pour qu'il gagne finalement la présidence de la République. Donc, si vous le permettez, je vais prononcer un peu sur la question que vous avez posée au président Tordjinou, à savoir le nombre de ministères, tout ça. Je suis d'accord avec lui qu'il faut qu'on arrête avec le nombre de ministères que moi j'ai toujours estimé pléthorique. Tantôt 27, tantôt 28, tantôt 30, tantôt 25, ça là. Et je voudrais profiter pour dire qu'il est important qu'on fixe le nombre de ministères et l'intitulé des ministères. Ça, c'est très important. Et puis, c'est chaque fois, on change de ministère. On change de ministère, tout ça là, ça entraîne tellement de dépenses pour l'État. Et de bouleversements. Des fois, le ministère des droits de l'homme est à la justice, au ministère du travail, beaucoup de bouleversements. Je crois que le premier travail que moi je vais conseiller au président Talon, c'est de dire désormais notre pays aura 20 ministères, aura 18 ministères. Est-ce que ça revient à l'Assemblée nationale difficile ou bien c'est le président de la République qui doit forcément fixer? Je n'en sais rien. C'est au niveau de la présidente, c'est le président de la République. Il prend l'initiative, il peut dire il faut qu'on impose ça sous forme de loi, il peut le dire. En fait, c'est lui qui est aux opérations. Quand on prend un président de la République, c'est l'opérationnel de l'appareil d'État. Donc, c'est lui qui est aux opérations et c'est lui qui doit dire j'ai besoin de tel moyen pour bien travailler, pour amener le peuple au résultat de développement. Donc, moi, je pense que ce qui est important à faire, c'est d'abord fixer le nombre de ministères, deuxièmement, fixer les intitulés, pour que les intitulés ne changent pas tout le temps, et que tout président sache que, même après Talon, que pour former votre gouvernement, c'est 18 ministères ou c'est 16, je ne dois pas aller au-delà. On ne doit pas, dans la formation d'un gouvernement, et commencer par dire j'ai oublié tel, il doit être un ministre, je n'ai pas pu, alors que j'ai dit bon, ok, je passe à 27, parce qu'il faut que lui vienne. Bon, je crois qu'il faut qu'on arrête avec tout ça. Et donc, je dis aussi que le président Talon a parlé de réforme. Oui, réforme institutionnelle. De réforme institutionnelle, constitutionnelle, tout ce que vous voulez. Pour faire des réformes, il faut des gens expérimentés pour faire des réformes. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que lorsqu'on dit on veut former un gouvernement, on veut nommer des gens au poste de DG, on commence par parler de femmes, de jeunes, de régions, il est Paribas, il est Adja, il est Fonds, on commence par se lancer dans ces considérations subjectives, on va rater totalement. Et donc, quand on parle de réforme, je le disais tantôt, il faut des gens d'expérience pour mener les réformes. Ce n'est pas les jeunes qui n'ont pas l'expérience qui mènent les réformes. Parce que pour réformer quelque chose, il faut connaître à fond le système qu'on veut réformer. Mais comme il faut également un renouvellement de la classe politique, parce que les anciens sont toujours là depuis. Il faut des temps. Moi, je dis ce qui est important. Ce qui est important, je voudrais profiter pour le dire aux jeunes. Ce qui est important, ce n'est pas avoir quelqu'un qui a 30 ans ministre. Parce que pour nommer un ministre, c'est peut-être un ministre qu'on va nommer parmi 500 000 jeunes qui cherchent du travail. Peut-être. Ça résout un problème, ça là.
quand on va prendre parmi 500 000 jeunes, quelqu'un qui dit il est 9 minutes, on fait la promotion de la jeunesse. Non, non. La jeunesse a besoin, après son diplôme là, a besoin d'avoir de l'expérience, a besoin de savoir faire quelque chose, a besoin d'apprendre quelque chose. Et donc, si la jeunesse est bien formée, si la jeunesse a essayé d'avoir de l'expérience, le reste, ça va de soi. Il peut, s'il veut être DG, il va être DG facilement. S'il veut être ministre, il va être ministre facilement. Mais si on ne fait pas ce préalable-là, ce préalable qui consiste à permettre, à trouver des occasions à la jeunesse de travailler, d'avoir de l'expérience, d'être bien formé. Si on ne fait pas ce préalable, tout ce qu'on fera après, ça ne marchera pas. C'est pour cela que je souhaite que, après la formation du gouvernement, que tous les membres de ce gouvernement, leur CV soit publié partout. Pour qu'on sache que voilà ceux à qui on a affaire. C'est très important. Qu'on sache que ce n'est pas les derniers nés, qu'on sache que voilà des gens qui ont l'expérience. Je ne veux pas parler des diplômes. Quand je parle d'expérience, ce n'est pas doctorat, agrégation, ça ne veut rien dire pour moi. Bon, en tout cas, ça veut dire quelque chose parce qu'il faut une base théorique, mais ce n'est pas l'important. Non, non, ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est l'expérience. Qu'est-ce que la personne a fait dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a réussi? Parce que lorsqu'on parle d'expérience, on ne voit pas souvent est-ce que c'est une mauvaise expérience, est-ce que c'est une bonne expérience. Quand quelqu'un a été DG pendant longtemps, il n'a fait que détourner l'argent du pays. Et après on dit, ah, il a été DG, c'est un homme de grande expérience. Or, pendant qu'il a été DG, il n'a eu aucun résultat. Vous voyez, là, c'est de mauvaises expériences. Vous voyez, des gens qui ont de bonnes expériences, ceux-là, c'est bien de les identifier et de les placer devant pour donner de la visibilité à notre pays. Vous voyez, les 10 ans qui sont passés là, vous voyez les ministres qu'on a nommés là. Bon, en tout cas, il y en a de bons dedans, il y en a, mais vraiment... Il y a des choses à dire. Non, 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 il y a vraiment des choses à reprocher. Et je pense aussi que ce qui est important pour notre pays aujourd'hui, c'est la conception de bonne politique. Aujourd'hui, les gens, ceux qui ils apprennent, ils travaillent. Hein, les agents de base existent, mais les grands concepteurs, il n'y en a pas beaucoup dans le pays. Et ça, c'est très important. Je pense que le président Talon doit faire appel à des spécialistes avérés. Et des Béninois, il y en a sur place comme il y en a dans les organismes internationaux à l'extérieur. Il faut qu'ils fassent appel à ceux-là pour l'aider à vraiment bien travailler. Et c'est pour cela qu'il doit faire attention à ses collaborateurs, à ceux qu'il va nommer comme ministre et après comme DG. Et il faut qu'il y ait un comité pour étudier, analyser tous ces CV-là, parce qu'il ne suffit pas d'entendre parler, de voir que quelqu'un a un grand diplôme pour dire que lui, il peut faire quelque chose. Non, c'est un parcours, c'est quelque chose de parcours. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors, maintenant, nous allons parler bien sûr des grands défis du président. Mais avant ça, oui. Moi, je crois que le président Talon a quand même des gens autour de lui. Hein. Quand vous voyez des gens comme Djogbenou, qui ne dort pas. Djogbenou ne dort pas. Non. C'est quelqu'un il a une tête fêlée. Parce que nous, on a fait avec lui, pendant qu'il était encore dans la société civile. Mais quand il va au prétoire, quand vous voyez les arguments qu'il évoque pour défendre ses clients, on sent nettement que c'est quelqu'un qui est jeune. Et il a la tête sur les épaules. Mais qui a de l'expérience, qui s'y connaît. Et comme vous l'avez si bien dit, honorable, c'est pas le doctorat, c'est pas ceci, non. Parce qu'en réalité, tous les docteurs qui nous ont dirigés jusqu'à présent, là, ils nous ont mal dirigés. Docteur, et puis, le président, il ne connaît que les docteurs. Et quand il amène les docteurs, là, vous voyez ce que ça donne comme doctorat, résultat du doctorat. C'est ça. Donc, ça vous dit que moi, il n'y a pas d'appréhension outre mesure que si le président Talon dit je ne vais diriger le pays qu'avec 16 ministres, il prendra les dispositions pour qui s'imposent. Et je souhaite, comme l'a dit l'honorable, que cela soit effectivement
mis dans une loi désormais. Pour qu'on ne soit pas en train d'aller chercher des gens, dès qu'ils disent FCBE 2 fois, il devient ministre. Ou bien, on va les chercher dans les rues, dans les vents, pour venir, c'est-à-dire pour créer des problèmes à l'autre là, on le nomme ministre. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé vers les environs de Bopa et autres là? Bref, voilà. Alors, maintenant, parlons des grands défis, monsieur le secrétaire général. Les défis du chômage et de la corruption, la santé, l'éducation sont les principaux défis que devra justement relever le successeur du président Boni Yayi. Et on sait que vous êtes secrétaire général. Alors, les travailleurs, est-ce que vous allez donner un bout de temps, un peu au nouveau président avant de commencer à, disons, livrer les revendications? Alors, comment ça va se passer au niveau des travailleurs? Temps de grâce. Non, moi je crois que ça dépend du président Talon lui-même. Oui. Si le président Talon prend des décisions courageuses, il n'a même pas besoin de venir négocier la trêve sociale. La trêve sociale s'imposera d'elle-même. C'est ça. Mais si, bon, il a annoncé, il dit non, que lui ne veut pas faire un gouvernement de complaisance, de remerciement, voilà le thème. Les marches de soutien, tout ça. Les marches de soutien, c'est fini. Il ne veut pas du tout de tout ça là. Hein? Les messes de soutien, bon, encore que Jésus n'a pas dit de faire ça. Jésus a même refusé ça. Et c'est parce que Jésus a refusé ça qu'il a échoué. C'est parce que Jésus a dit non, ne fais pas de messe de remerciement qu'il a imposé quelqu'un et celui-là a échoué. Bon, revenons ici. Vous savez, la trêve sociale ne s'improvise pas, ne s'impose pas. C'est-à-dire, on n'impose pas la trêve sociale. Parce que quand vous l'imposez, ça va déborder nécessairement. C'est ça. Mais ça dépend de l'attitude, des actes que pose celui qui est là. Vous avez constaté que quand le président Yayi est arrivé, pendant près de 6 ou 8 mois, même pendant près d'1 an, il n'y a pas du tout de mouvement. Pourtant, il n'a pas négocié une trêve. Non. Il n'a rien négocié. Mais c'est quand il a commencé par déraper. Oh, les gens disent, ah, celui-là c'est comme ça qu'il est. Ah. Et puis, bah, il a commencé par donner des avantages à un certain nombre de gens. Il a dit, ah bon, nous on sera dans la misère et vous allez enrichir des gens qui n'ont rien fait pour que vous veniez ici. Ok, nous aussi on a besoin de ça. C'est fini. Mais je continue de dire que le président Talon a vécu dans ce pays, a vécu ces situations-là. Et c'est bel et bien ce qu'il faut faire. C'est pourquoi vous parlez de défis. Moi, je voudrais quand même en énumérer certains. Et vous savez, le premier défi, c'est la réforme judiciaire. La réforme judiciaire, absolument. Parce que ça permet vraiment de punir, d'éviter des interférences au niveau de l'appareil judiciaire. Si la justice peut avoir son autonomie pour travailler, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. C'est ça. L'autre défi, oui, c'est la réforme administrative. Troisième défi, c'est la réforme institutionnelle. Parce que, vous voyez aujourd'hui, mais le président Yayi a tellement créé d'institutions qu'on se pose la question de savoir si tout cela a contribué à apporter quelque chose au pays. C'est pourquoi je parlais d'exhumation la dernière fois, tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui, rien, il ne peut rien, plus rien. Il ne peut plus rien apporter. Il est amorti. Et il était au repos.
Mais je dis bien repos politique. Non, repos, même loin de repos politique. Et on ne sait pas, pour pouvoir créer des problèmes au président Mbouidi, on est allé le chercher. Il y en a même qui sont vraiment véritablement amortis. On leur a trouvé des choses. On a créé un peu partout. Moi, je crois que si le président Talon veut faire quelque chose là, c'est de mettre fin à toutes ces institutions budgétivores. Ça, c'est une bonne réforme. L'autre chose, c'est au palais de la République. La réforme là, il faut qu'il réforme tout ce qui se passe au palais là. Sinon, il ne peut pas travailler. S'il s'installe dans la même pourriture du palais, qu'il le veuille ou pas, il sera obligé de s'asseoir et ne rien faire. Il faut nettoyer. C'est une obligation. La preuve, quand le président Yahi était arrivé, il a nettoyé le palais. Nous avons tous applaudi. Mais vraiment, quand on l'a rencontré, on a dit, Monsieur le Président, vous êtes un très bon président. Continuez comme ça. Mais il a fallu seulement que l'un de ceux qu'il a renvoyé là revienne rapidement. Bam, tout s'est assis. Vous connaissez celui-là? C'est celui-là que nous appelons souvent le cimenté du palais. Il a le titre foncier du palais. Si le président Talon se permet d'aller le chercher encore, il va s'asseoir. Il va s'asseoir et même ses bras-pieds seront ligotés sur la chaise. Il ne peut plus rien faire. Donc, ça, c'est des réformes, ça. C'est les réformes. Et moi, je crois, en plus de tout ça là, il faut qu'il s'intéresse au dialogue social. C'est ça. Il faut qu'il s'intéresse au dialogue social. Mais avant tout, dès qu'il va arriver là, il y a des actes concrets qu'il faut poser. Par exemple, l'abrogation du décret portant avantage aux partisans. Directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet, secrétaire général du ministère, secrétaire général adjoint du ministère. Il faut abroger ça. Et si possible, si ce gouvernement s'est permis de payer aux intéressés là un ordre de recette, ce sera un acte courageux. Est-ce que c'est possible? Parce que si un décret... Si, c'est indûment payé. C'est indûment. Comment est-ce que vous allez... Non, c'est pour cela que moi j'ai été particulièrement gêné par le fait que, le premier ministre candidat ait signé un tel décret. 2, que le jeune, très dynamique, Komi Kouchi, ministre d'État, chef des Finances, ait signé ça là aussi. Moi, personnellement, ça m'a gêné. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de cet instant-là, on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire. L'autre décision, très rapide, c'est l'annulation des différents concours frauduleux. Et j'en parle, on dit, mais les autres ne sont-ils pas des Béninois? Oui, ils sont des Béninois, mais qui bénéficient frauduleusement de quelque chose. Parce que un candidat qui est en France, peina là-bas, sans avoir mis pied dans la salle de composition est déclaré admis. Un autre qui ne sait même pas lire et qui était au village, il est déclaré élu et admis. Mais, donc, voilà par exemple 2 actes concrets que le président Talon peut prendre tout de suite. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Oui. Même les gens qui sont au village là-bas, là, qui ont présenté leurs enfants aux différents concours et ça n'a jamais marché là. Mais vous allez voir l'effervescence. Déjà même fait, c'est pas les gens qui sont nommés qui vont faire la messe, hein, mais c'est les gens du village qui n'ont rien à voir avec les nominations, qui vont commencer par faire la messe. Non, ils ne diront pas que c'est la messe pour nomination, mais ils feront la messe pour dire merci pour M. Patrice Talon, président de la République. Ah. Voilà. Et il y a d'autres, sur le plan
économique. Oui. Il faut qu'il y ait, par exemple, la loi sur le partenariat public-privé. Cela permet, vous allez dans d'autres pays environnants aujourd'hui, mais ça développe le pays. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, il y a des réformes, il y a beaucoup d'autres réformes, mais on ne peut les faire que dans le dialogue politique et le dialogue social. Merci, monsieur le secrétaire général de la CGTB. Alors, nous allons poser la même question, bien sûr, à l'honorable Nazer Sado. Les défis du chômage et la corruption, donc, sont les principaux défis que devra relever le président Patrice Talon. Il y a le SG qui a énuméré également d'autres réformes, les réformes judiciaires, les réformes administratives et institutionnelles, l'abrogation du décret, l'annulation des différents concours frauduleux et puis la loi sur le partenariat public-privé. Votre réaction, honorable? Merci beaucoup. Et bien évidemment, ce que le président Torginion a dit, c'est vrai. Le premier chantier doit être les réformes. C'est ça. Les réformes, parce que sans ça, on ne peut rien faire de sérieux dans notre pays. Rien faire. Réforme institutionnelle, légale, constitutionnelle, administrative, tout ce qu'il a cité. C'est très important de se lancer sur ce chantier-là. Et là, tout de suite. Et le chantier, le premier chantier que moi je propose au nouveau président de lancer, c'est le chantier de réforme constitutionnelle. Ça, c'est très très important pour nous. Parce que, vous savez, nous sommes dans une situation actuellement où tous les 2 ans pratiquement on a d'élections. Et lorsqu'on a élection, 8 mois ou 1 an avant, les gens refusent de travailler, tout le monde est en campagne, c'est des nominations politiques par-ci par-là, c'est des gens qui ont 25 ans, 26 ans qu'on nomme pour dire vraiment il faut aller faire campagne, tout ça. Donc, je dis qu'il faut arrêter ça. Et j'avais proposé il y a 4 ans une loi que je n'avais pas même eu l'occasion de soumettre à l'Assemblée nationale. C'était qu'il y ait une année électorale dans notre pays. Une année électorale au cours de laquelle on fait l'élection présidentielle, l'élection communale, l'élection législative, le tout au cours de la même année. Et après, les Béninois vont rester tranquilles pour travailler pendant 7 ans pour le pays. Parce que pour moi, un mandat unique de 7 ans pour un président seulement. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on dit, mandat 5 ans renouvelable 1 fois. Et je demande aux gens, pourquoi vous voulez renouveler 1 fois tout ça? Oui, quand le président sait que il va revenir là, et il travaille bien pour revenir une 2e fois. Je dis, mais c'est un faux argument, ça ne tient pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le monsieur est élu président de la République pour un premier mandat, dès le premier jour, il commence à préparer le second mandat. Résultat, pendant le premier mandat, des remerciements partout, il faut qu'il nomme des gens qui vont lui permettre de remplir, de revenir pour un 2e mandat, tout ça. Et puis, le 2e mandat arrive, on commence à parler de révision de la Constitution. Tout ça. Donc, je dis qu'il faut arrêter tout ça. Et pour arrêter tout ça, il faut qu'au début, là, au cours de la première année de sa gestion-là, il faut qu'on arrive à régler les réformes constitutionnelles. Savoir une année électorale où au cours de la même année, toutes les élections se passent et après le pays travaille pendant 7 ans, un mandat unique pour le président de la République. Moi j'ai imaginé 7 ans, je ne sais pas si ça va être moins que ça, mais 7 ans je crois que c'est bien pour une dynamique, si on doit s'inscrire dans une dynamique durable. Et donc, voilà. Maintenant, lorsque l'autre défi, c'est, comme vous le dites là, c'est la question du chômage. Vous voyez, aujourd'hui, et en tout cas, surtout au temps de Yahi, il y a cette confusion. Vous voyez, on dit vraiment, il faut créer d'emplois, il faut faire. D'abord, lorsqu'on parle de création d'emplois, je dis, c'est le jeu est faussé à la base. Un emploi n'est pas créé de toutes pièces, un emploi n'est pas créé ex nihilo comme ça. Moi, je dis, pour avoir de l'emploi, c'est toute une dynamique qui permet vraiment d'avoir de l'emploi. Et à la base, vraiment, de cette dynamique, c'est la bonne gestion, la bonne gouvernance. C'est une économie bien gérée, bien ajustée, qui permet de générer des emplois et non de créer des emplois.
qui permettent de générer des emplois. Et vous savez, et jusqu'à présent, on a toujours dit que il faut, on peut trouver du travail aux jeunes. On a créé beaucoup d'institutions, on a créé FNPEJ, on a créé Fondation de microfinance. Il y a toute une série d'institutions. Mais ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas mis en place le système qu'il faut pour permettre que l'économie génère les emplois qu'il faut. On a toujours mis dans la tête des jeunes que l'État est le principal pouvoir d'emploi. Que c'est avec l'État qu'on peut obtenir l'emploi. Or, ce n'est pas vrai. Dans une économie bien ajustée, comme j'ai l'habitude de le dire, dans une économie bien ajustée, l'État ne fournit que 10% des emplois. Et le reste, c'est-à-dire les 90% sont fournis par le secteur privé. Et je crois qu'il faut revenir à cela. Comme le dit le SG, le partenariat public-privé. Oui, voilà, il y a tout un mécanisme à mettre en œuvre pour arriver à cela. Donc, et le secteur privé, il faut faire en sorte que le secteur privé trouve tout l'environnement qu'il lui faut pour vraiment s'exprimer. Et c'est quand le secteur privé arrive à s'exprimer que vraiment les jeunes peuvent avoir de l'emploi. Et je pense que le président Talon, étant un homme du secteur privé, et je crois qu'il ne fera pas certaines erreurs. Je pense qu'il connaît bien le secteur privé, il fera ce qu'il faut pour que le secteur privé puisse vraiment fournir l'emploi qu'il faut pour les jeunes. Et l'autre chose, l'autre défi, c'est la corruption. Et il faut rester dans une attitude de réduire la corruption. Et que jusqu'ici on dit il faut éradiquer la corruption, comme aussi on dit il faut éradiquer la pauvreté. Non, la pauvreté a toujours existé. La corruption a toujours existé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réduire jusqu'à une portion congrue? C'est ça qui est important. Ouais. Donc, faire en sorte que aujourd'hui, si la corruption est à 50%, la ramener jusqu'à 10-15%. C'est ça le grand défi. Et donc, et pour le faire, c'est tout simple. Hein. Il faut que, comme le SG Todjim l'a dit, il faut que, à partir de maintenant, pour nommer les gens, on nomme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Hein? Si on commence pas à faire ça, le gars il sait qu'il est là parce que c'est un ancien, c'est parce qu'il avait bien travaillé, c'est parce qu'il avait été bien noté, tout ça, c'est parce qu'il est là, à cause de ça qu'il est là. Si c'est, il va travailler. Et celui qui est le jeune, qui est sous lui, va savoir aussi que si moi aussi je travaille bien, et si je suis studieux, je serai à ce niveau dans 5 ans, dans 7 ans, parce que les choses se passent comme ça dans le pays, ça va aller, les gens vont travailler. Donc, et si on n'arrête pas ce qu'on fait actuellement, où on nomme des gens parce qu'ils sont d'un parti, ou sont d'une région, ou ils sont femmes, tout ça, si on n'arrête pas, la corruption va toujours continuer. Donc, c'est l'État qui doit être objectif désormais. L'État doit être objectif dans tout ce qu'il fait. Comme l'a dit le SG, vous savez, effectivement, le président n'a pas besoin de négocier une trêve avec les syndicalistes. S'il fait des choses correctes, s'il fait en sorte que les syndicats voient que les intérêts sont bien sauvegardés, on ne fait pas de nomination fantaisiste. Et moi, je profite de l'occasion pour dire qu'à la présidence, il faut un audit organisationnel. Il faut que désormais on sache que à la présidence, autant on parle des ministères, autant qu'au niveau de la présidence, qu'on sache qu'au niveau de la présidence, on ne doit pas avoir plus de 10 chargés de mission. On ne doit pas avoir plus de 10 conseillers. On ne doit pas avoir plus... Il faut normer tout ça là. Parce que sinon, le président a beaucoup trop de latitude jusqu'à présent. On rentre à la présidence, il y a plus de 50 chargés de mission, 30 conseillers techniques, premiers conseillers ou conseillers spéciaux. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il faut réglementer tout ça pour que le président sache qu'il a des balises et qu'il ne doit pas aller au-delà. Et si ça se passe comme ça, naturellement, les travailleurs, c'est parce que les travailleurs voient qu'il y a tellement de gaspillage qu'ils se révoltent.
C'est tout simplement cela. Si les travailleurs voient, puisque c'est eux qui sont partout. Il y a les travailleurs à la présidence, il y en a dans les ministères, et donc les gaspillages, ils voient comment les fonds sont gaspillés, dans quoi on met l'argent, et c'est ça qui les révolte. Mais si désormais tout est clair, par exemple au Kenya, dans ce pays-là, pour aller en mission, si c'est 3 personnes qui doivent aller, on justifie correctement. Hein. Il n'est pas question que là où une personne va aller en mission, on envoie 3 pour dire il va profiter un peu de l'État. C'est le coup de... Non. Et dans un pays comme ça, où quelqu'un fonctionnaire, vous venez le voir pour obtenir un papier, il n'est pas là. Il met sur sa porte sa position. Il dit, je suis en réunion de 16h à 18h. À 18h, je serai dans mon bureau. Et il communique son numéro de portable. Donc, l'usager peut l'appeler pour dire, je suis devant votre bureau. Quand est-ce que vous avez... Et il a l'obligation de lui dire, je viens à 18h, régler ton problème. Ici, vous allez dans le bureau, on le voit. On ne met rien même sur les portes. On ne met rien même sur les portes. Donc, vous ne cherchez quelqu'un, vous ne le trouvez même pas. Donc, vous cherchez un papier qu'on peut dérouler en une journée, vous faites un mois tant que vous avez ce papier-là. Le président Talon a beaucoup de boulot, hein, ça, il faut pas se le cacher. Alors, nous allons rapidement prendre 2 personnes, hein, parce que il y a des gens qui veulent vous poser certaines questions. Alors, je ne sais pas si Roch Baudou est près de l'autre côté de la baie vitrine. Rapidement, auditeur ami, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bravo. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, moi, je suis Moussa Fataï de Séléanor. Ok, Fataï. Je salue vos invités dans le studio. Oui. Oui, bon, ma première question, lorsque le FCA a pris la parole, il avait dit le nombre 35, 25, 15. Là, je voudrais lui demander, il n'a qu'à nous expliquer davantage ce qu'il veut dire ces nombres-là. Deuxième question. Comment nous monsieur le FG que le président s'organise avec les faiseurs d'opinion que nous sommes et les syndicalistes? Troisième question. Comment appréciez-vous la déclaration du président du parti réseau à Tao, du Pascal Irénée Koupaki et du Sébastien Adjavon, qui n'ont pas attendu la Cour constitutionnelle avant de soutenir le président Patrice Talon, contrairement à ceux qui sont venus après la réaction de la Cour? Quatrième question pour finir. Nous allons prendre un autre auditeur parce que là, nous sommes... Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, à qui avons l'honneur? Oui, je vous appelle d'Angla à Clomé. Oui, beau. Oui, vous virez. Ok, d'accord. Salut-moi, vos invités. Oui, ils sont à l'écoute. Allez-y. Oui, ce que je veux dire au président de la République, M. Patrice Talon, d'accepter ce qu'il dit qu'il veut avec lui, avec condition. Il faut qu'ils disent à eux d'ouvrir au moins une société pour embaucher au moins 500 bénévoles pour que le chômage va rester à l'écart de notre pays. Merci, agréable dimanche à vous. Bonne fête. Merci beaucoup, M. Wimbo, pour votre intervention. M. Roch, je ne sais pas si encore un autre. Voilà, un dernier auditeur. Bonjour. Oui. Bonjour le plateau. Oui, bonjour. On m'appelle Jacques Gauthier. Oui, M. Jacques Gauthier. Allez-y. Voilà. M. Pascal Tordini, une fois encore, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Je suis très heureux, je suis très content que nous ayons gagné cette lutte pour sortir le Bénin de sa souffrance, surtout en matière démocratique. J'ai 2 préoccupations. Je voudrais demander, au temps de M. Boni Yahi, il paraît qu'il y a une somme de 200 millions qui sont alloués au syndicalisme. Est-ce vrai? Si oui, ne croyez-vous pas que cette somme peut avoir une destination plus utile? Et aussi 10 millions pour les confessions religieuses. Ça c'est ma première question. Deuxième question. Qu'est-ce que vous êtes proche de M. Talon? Quelle lutte vous faites déjà dès lors pour
écoutez ce que les gens disent, qu'on ne revienne, qu'on ne voit personne. Personne de l'équipe de Yayi, tous ceux-là qui ont carrément mangé dans cette mamie, qu'on ne voit même pas une seule tête dans le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Merci, monsieur Jacques, pour votre intervention. Voilà, donc, très rapidement, nous allons parcourir les questions. Il y a monsieur Fataï, voilà, qui demandait 35-25-15 SG. C'est quoi? Bien, merci. Non, 35, c'est le score de FCBE. Oui. 25, c'est le score du PAD. 15, c'est le score de la RB lors des élections. Donc, eux, ils ont additionné ça pour trouver que c'est déjà le chaos. Alors, si vous faites cela, vous allez trouver que ça fait déjà presque 75%. Avec ça, c'est un chaos retentissant. Donc, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est un chef de parti politique bien connu qui a fait cette somme-là. Mais il a dû le connaître en disant, même des 35 là, même si 5 s'en vont, il restera 30. 25, même si 5 s'en vont, il restera 20. Des 15, si même 5 s'en vont, il restera 10. Donc, quand vous faites la somme, ça va être 30 plus 20, ça va être 50 plus 10, ça va déjà. Vous voyez ce que ça donne. Fait, donc, ça fera toujours le chaos. Donc, c'est un chaos qui n'est pas arrivé. Vraiment. Et c'est une grande honte pour moi. En ce qui concerne les fuseurs d'opinion, c'est la même chose. Mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire, vous luttez avec des gens, dès qu'on gagne le combat, on oublie les vrais actifs. C'est ça. C'est ça. Mais lorsque vous écoutez les fuseurs d'opinion, Grande Matinale, les émissions interactives et autres, là, quand vous écoutez, vous voyez que c'est des gens qui contribuent effectivement à éviter un certain nombre de dérapages. Oui. N'est-ce pas? Mais lorsque on arrive à régler un certain nombre de problèmes, rapidement on oublie les organisations syndicales. On oublie aussi les fuseurs. Mais le fait de dire, ah vraiment, les fuseurs d'opinion contribuent à quelque chose, c'est déjà quelque chose qui peut plaire, qui peut encourager. Le fait de dire, ah, mais voilà, les organisations syndicales aussi ont fait ci, on fait ça, on fait ci, pour que ceci arrive. Mais c'est déjà un encouragement. Nous, on demande, enfin, en ce qui concerne la CGTB, nous ne demandons pas être membre du gouvernement. Nous ne demandons pas être DG2, directeur 2, représentant 2, conseil technique 2. Non, c'est pas ça. Donc voilà ce que je voulais dire. En ce qui concerne les déclarations de certains chefs de parti, non. Moi je crois que il y a des déclarations qui sont d'une importance. Il y a d'autres, même quand c'est fait là, on oublie. Je ne sais pas si vous me comprenez facilement. Oui. Hein? Merci beaucoup et je remercie les journalistes, la radio Océan. Et en synchronisation avec Radio Paraco, puisqu'ils nous écoutent en ce moment en direct. Donc voilà, donc l'émission est retransmise du côté donc, du septentrion. Okay. C'est pour leur dire un coucou là. Allez-y. Merci beaucoup et donc ça nous a permis de dire des choses intéressantes. Surtout, j'ai beaucoup écouté comme d'habitude, appris comme d'habitude du SC Todinou. Et donc nous sommes dans la rupture, on doit continuer comme ça, on doit prendre des actes rapidement et tout en évitant de confondre vitesse et précipitation. Merci beaucoup. Monsieur G. Oui, moi je voulais remercier le peuple béninois pour sa sagesse, pour sa compréhension de la chose politique. Je voulais remercier le peuple béninois pour avoir fait honte à des gens qui nous vendent depuis longtemps et nous ne le savions pas. Avoir donné de leçons aux politiciens. S'ils ne savent pas faire leur parti, risquent d'aller à la dérive. Donc, ça, ce remerciement-là, je le dois à ces... Deuxième chose, c'est par rapport au président Talon. Moi, je souhaite
qui forme très rapidement son gouvernement. Que ces ministre d'État, Premier ministre et autres là, qui ne passent pas une minute sur le siège, je dis bien une minute sur le siège après sa prestation de serment à Port-Novo. J'y serai si Dieu le veut. Merci bien. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Cap sur table de ce dimanche 27 mars de l'année 2016 sur Océan FM émettant de Cotonou et sur Urban FM du côté donc de Paracourt. Pour les auditeurs du septentrion, était en studio Pascal Togino, secrétaire général de la CGTB, honorable Nazer Sado, député à l'Assemblée nationale, le soutien du président élu Patrice Talon. Merci à tous les auditeurs du septentrion qui ont suivi cette émission en synchronisation. Rock Boutouredo était donc à la technique. Semet Youssoufou à la vidéo, cette vidéo que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et sur internet, sur notre site internet à partir donc de demain. Et bien tous les techniciens donc de Paracourt, merci à vous tous devant ce micro hospice Kounou de Davo. Je vous retrouve donc demain pour une autre émission, mais dimanche pour l'émission 4 Citable. Merci SG, merci honorable et bonne journée à vous tous. Merci et bonne fête de Pâques. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Carte sur table.